Tous les avocats convergent en ce moment vers le palais de justice d'Albi, car demain s'ouvre à 9 h précisément le procès de Cédric Jubilard, ce plaquiste de 38 ans, accusé du meurtre de sa femme Delphine, qui est aussi la mère de ses 2 enfants. Alors, pour nous guider dans ce procès qui s'annonce passionnant, je vous présente mes invités. Laurent Valdiguier, bonjour Pauline, consultant police-justice de BFM TV, Johanna qui est restée avec nous, Maxime Brandstetter qui est resté avec nous, et puis depuis Albi, on va retrouver Jean-Wilfried Forquès. Vous allez couvrir ce procès pour RMC et BFM TV. Ça ouvre demain, vous y êtes déjà et on attend une grosse affluence. Oui, ça va ouvrir sous la pluie. Le temps est menaçant ici à Albi depuis quelques heures. Il pleut beaucoup. Et je vous présente le palais de justice d'Albi. C'est ici que va se jouer ce procès absolument exceptionnel. Procès exceptionnel et donc, vous l'avez dit, dispositif exceptionnel. 300 journalistes, 300 confrères qui vont assister, couvrir ce procès. Des télés, des radios, des photographes qui seront là. Il y aura énormément de monde dans la salle, si bien qu'il y aura en fait 2 salles supplémentaires pour les journalistes, mais également pour le public. Parce que ce procès, évidemment, va passionner les journalistes, il va passionner également les habitants de Cagnac-les-Mines. Je les ai rencontrés cette semaine. Ils attendent beaucoup de ce procès et ils seront là pour savoir si Cédric Jubilard, disent-ils, va enfin livrer sa vérité, dire la vérité, notamment pour ses enfants, les habitants de Cagnac que j'ai vus cette semaine. Ils y pensent beaucoup à ces enfants, justement. Et puis, il y aura, comme dans chaque procès, des étudiants en droit, parce que le cas Jubilard, c'est évidemment un cas d'école, un cas passionnant. Alors, grâce à Laura Dubois, eh bien, je vais vous montrer l'extérieur de ce palais de justice. Voilà, demain, ici, le public arrivera ici. Il y a des barrières qui ont été prévues. Laura Dubois va vous montrer pour le public ces barrières. Et ensuite, un peu plus loin, il y aura l'accès réservé aux 300 journalistes qui sont accrédités. Tous les journalistes entreront par cette entrée. De l'autre côté du palais de justice, il y aura une entrée également réservée, évidemment, au public qui sera certainement très nombreux dès 6h, 6h30 du matin ici pour patienter, pour pouvoir assister à ce procès qui va débuter, Pauline, demain à 9h du matin. Jean-Wilfried, une question technique. 300 journalistes, 40 dans la salle. Comment ça va se passer pour que, équitablement, chaque journaliste puisse participer, puisse entrer dans la salle? Excellente question. Eh ben, tout ça va se régler en fait cet après-midi. Ça va se régler avec la procureure de la République d'Albi qui organise un petit peu bien toute la logistique, l'infrastructure ici de tout ce qui va se passer dans le palais de justice, et les responsables de la presse judiciaire, parce que évidemment les collègues de la presse judiciaire suivent les procès tout au long de l'année. Ils ont l'habitude, mais généralement ils sont 10, 20, 30 dans une salle d'assises. Mais cette fois-ci, il va falloir jouer avec le nombre, 300 journalistes. Il paraît même qu'il pourrait y avoir un tirage au sort, ça va s'organiser cet après-midi pour faire tourner l'effectif dans la salle d'audience. Il y aura en tout cas les grands médias qui seront représentés dans cette salle. Et ensuite, eh bien, grâce certainement peut-être à un éventuel tirage au sort cet après-midi, on en parlait encore il y a 48 heures vendredi, eh bien, d'autres journalistes pourraient assister à ce procès parce que la salle principale, elle est pas bien grande, hein. C'est une salle d'assises dans un tribunal de province. Il y a environ 120, 130 places à l'intérieur. Si vous mettez à l'intérieur 80 journalistes, évidemment, il reste moins de place pour les témoins qui vont défiler à la barre et qui seront présents demain pour répondre présents à l'appel de la présidente à partir de 9h du matin. Alors Jean-Wilfried, vous restez avec nous. Nous allons entrer dans cette salle d'assises à présent grâce à vous, Savina Eklazova. Qui se place où dans la salle et combien y a-t-il de parties dans ce dossier Jubilard? Alors, sur l'image que vous pouvez voir juste ici, c'est la cour d'assises d'Albi où s'ouvrira le procès de Cédric Jubilard ce lundi. Pour mieux comprendre, voici un schéma. Donc, on peut voir au premier plan le banc de la cour avec la présidente au centre, à ses côtés assesseurs, jurés et suppléants. Dans la salle d'audience à droite de l'écran, l'accusé de Cédric Jubilard, entouré de ses 2 avocats, Emmanuel Franck et Alexandre Martin. Face à lui, les avocats des parties civiles, dont Mourad Batik, qui défend l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, Pauline Rongier, qui représente une amie de Delphine, et Philippe Ressec, avocat de la cousine de Delphine. En face du banc, un dispositif exceptionnel avec une zone réservée aux 15 parties civiles, dont la famille de Delphine Jubilard. Un espace presse avec 40 places également pour les journalistes accrédités sur les 300. Et un public limité à gauche de la cour. Et puis au fil des semaines, 65 témoins et 11 experts viendront se succéder à la barre ici au centre. 4 semaines d'audience, Sabina. Quel est le programme semaine par semaine?
Alors, semaine après semaine, la Cour abordera le parcours de Cédric Jubilard et les enquêteurs pour la première semaine, les parties civiles la deuxième semaine, et ensuite, sur la troisième semaine, les témoins clés, dont les ex-compagnes et l'amant de Delphine, et enfin, la dernière semaine, les plaidoiries, le réquisitoire avant le verdict attendu le 17 octobre. Merci beaucoup Sabina. Laurent Valdiguier, lundi 9h, la salle d'audience. Oui. Et Cédric Jubilard va rentrer dans le box des accusés. Oui, parce que c'est lui qu'on juge. Et puis Cédric Jubilard va rentrer, et puis les 6 jurés. Ils sont 6. Certains vont être récusés, il y en aura plus. Demain, ça va commencer par ça. Vous savez, la récusation de certains jurés. Et puis ces 6-là, c'est vers eux que tout converge dans cette salle. Cette salle, c'est un chaudron. C'est une barre de cour d'assises. C'est un scanner où tout le monde est à nu. Et ils vont défiler pendant un mois. Et ces jurés, à la fin, avant de partir, le 17 octobre, le président de la cour d'assises va leur poser une question. Va leur dire une seule. Attention, vous avez entendu tout ça. La loi vous prescrit, dans le silence et le recueillement et de votre conscience, vous n'avez qu'une seule question à vous poser. Avez-vous ou non une intime conviction? Alors c'est vrai que c'est vertigineux pour ces 6 jurés, parce que eux, bien sûr, c'est des gens du Tarn, hein, ils ont été tirés au sort sur les listes électorales. Ils en ont entendu parler de l'affaire Jubilard. Ils ont forcément vu Dominique. Et Laurent. Ils ont lu le livre de Dominique, Max. peut-être. En réalité, il va falloir qu'ils se débarrassent de tout ce qu'ils savent. Il va falloir qu'ils oublient toutes les convictions qu'ils ont. Et il va falloir qu'ils fassent... C'est la magie des assises. C'est dommage que ça ne soit pas filmé. Ça devrait être filmé en direct. Et Laurent, on devrait voir tout ça à la télévision. Et Laurent, on va dire, les journalistes, il est entré dans le box, il avait les cheveux coupés, il était habillé comme ça, il portait tel vêtement haut. Demain, ça va être ça. La photo. Il avait la l'air sûr photo de la de photo. l'accusé. Il avait l'air sûr de lui. Alors, quand on connaît aussi cette histoire, Jennifer, sa copine, qui a raconté qu'il lui avait confessé avoir tué Delphine, elle est partie avec ses vêtements le 18 juin. Il n'a plus de fringues, il n'a plus rien. Donc, elle avait aussi acheté des chemises. Elle a envoyé les photos des chemises qu'il pourrait porter aux assises. Il faut s'habiller correctement. Quand on rentre dans le box, il n'a plus rien à se mettre sur le dos. Il va arriver comment demain? Justement. S'il a la réponse. 4 semaines d'audience, Jean-Wilfried, un procès où tout peut arriver, car le pire ennemi de Jubilard, finalement, c'est Cédric Jubilard lui-même. Vous avez pu vous entretenir avec sa défense. Quelle est la ligne? Et surtout, question de Dominique, comment le prépare-t-il? Écoutez, ils le préparent depuis des semaines et des semaines. Ils savent qu'il y a une date, c'est celle de demain, elle est connue, elle avait été évidemment positionnée dans tous les agendas des avocats, des 2 avocats, Alexandre Martin et évidemment Emmanuel Franck. Je les ai rencontrés effectivement à leur cabinet toulousain cette semaine. On a passé 1 heure ensemble, on a discuté du fond et de la forme, et effectivement, on a parlé de ces premières minutes, parce que effectivement, Laurent et Dominique le disaient, c'est très important. La première minute, elle va être cruciale. Comment se comporte-t-il? Est-ce qu'il a la tête levée? Qui le regarde? Est-ce qu'il a la tête baissée? Lorsqu'il va s'exprimer, et également lorsque le président va lui demander comment vous appelez-vous, Cédric Jubilard, on va regarder s'il parle distinctement, clairement, ou alors s'il murmure et tout ça. En tout cas, sur la forme, ils en ont parlé avec évidemment ces 2 avocats. Sur le fond, évidemment, il faut que Jubilard ne fasse pas du Jubilard. En gros, il ne faut pas que lundi ils disent noir et mardi ils disent blanc. Ça, évidemment, et je vous reprends là-dessus, et vous avez tout à fait raison, Pauline, c'est que le pire adversaire, le pire ennemi de Jubilard, c'est Jubilard. Donc ils ont parlé de tout ça, du fond et de la forme. Ils ont parlé d'autres choses également. Je vous propose d'écouter justement Emmanuel Franck. Cédric Jubilard, nous allons lui demander d'être lui. Être lui, ça n'est pas de la caricature, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver en costume de la même manière qu'il ne va pas arriver en maillot de l'Olympique de Marseille. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience qu'il est amené à comparaître devant une cour d'assises, il va s'habiller en conséquence, mais en restant lui-même. Et sur la forme, les conseils que nous lui donnons, en dépit du secret professionnel, c'est surtout de rester lui-même tel que nous le connaissons depuis désormais 4 ans et demi, tel que nous le voyons et tel qu'il nous parle. Ce qui est intéressant, c'est que l'accusé, il a le droit, merci Jean-Wilfried, on reviendra vers vous, il a le droit d'accepter d'être filmé ou pas. Et selon les informations de Jean-Wilfried Forquès, il acceptera les caméras devant le box. Qu'est-ce que ça veut dire de l'accusé? Est-ce que ça veut dire qu'il pousse sa logique jusqu'au bout, qu'il n'a rien à cacher et que du coup, ainsi, il s'offre aux caméras? Ça veut dire qu'il est à l'aise, et puis c'est assez logique au fond, parce que Cédric Jubilard, il se dit innocent.
Voilà. Et il aime se montrer. Il aime se montrer, et puis surtout, il vient pour c'est la grosse cote aux courses ou au casino, hein, quand vous rentrez dans un tribunal où vous êtes accusé du meurtre de votre femme et que vous plaidez l'innocence. Il risque perpétuité. C'est pas rien. C'est pas rien. Et pourtant, c'est un peu l'inconnu de cette salle d'audience, Cédric Jubilard, comme on disait. Hein. Il a un parcours de vie extrêmement difficile. Il a une enfance, sa maman accouche à 16 ans de lui, il ne découvre son papa qu'à 13, il est de famille d'accueil en famille d'accueil, il a une enfance cabossée, Cédric Jubilard. Ils n'ont jamais vraiment joué cette carte-là, les avocats. Les avocats ont toujours dit, se sont toujours focalisés sur l'enquête, moins sur lui. Alors c'est assez logique, parce que c'est vrai que s'il plaidait autre chose que l'innocence, s'il cherchait à diminuer la perpétuité, à ce moment-là, ils auraient intérêt à davantage insister sur sa personnalité. C'est pour ça que c'est un procès extrêmement ouvert. Maxime, c'est très ouvert ce procès, vous pensez ? Moi, je le pense, oui, parce que y a un faisceau d'indices entre la voiture qui a changé de sens, les lunettes de Delphine, le petit Louis, l'enfant qui va être amené à témoigner et qui dit qu'il a vu ses parents se disputer ce soir-là. Il y a un nombre d'éléments, de faisceaux d'indices, comme on dit, qui plaident pour la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais le fait est que je trouve que quand on regarde le dossier, il manque l'élément, la preuve irrémédiable qui prouve qu'il a tué Delphine. Et donc, il y a un vrai doute à partir de ce moment-là. C'est vrai que c'est le coupable idéal. Il a un mobile, elle voulait le quitter, elle a un amant. Il a dit à plusieurs personnes qu'il voulait la tuer. Mais en même temps, jamais on a retrouvé un corps. Mais même pire que ça, jamais on a retrouvé une preuve. Alors, il y a ses aveux qu'il a fait petite copine ou au détenu, mais à chaque fois, les aveux, ils ne tiennent pas avec le dossier. Donc, pour moi, il y a un vrai doute. Et est-ce que le doute doit profiter à l'accusé ? On verra ça. Et sur sa personnalité, Emmanuel Franck nous dit, on lui a demandé d'être lui-même, d'être Cédric Jubilard. Je vais dire des choses qui ne sont pas très jolies pour ceux qui nous écoutent, mais ça va être annoncé à l'audience parce qu'il est à la fois arrogant, pas sympa et vulgaire. Donc, il se photographie sur Facebook avec sa nouvelle copine 2 mois après la disparition de sa femme. Il raconte à sa sœur qu'il est le mec le plus célèbre du Tarn, qu'il a commis le meurtre parfait. Il répond aux interpellations des journalistes qui lui disent « Monsieur Jubilard, est-ce qu'il leur dit au revoir, bonjour ?» en se foutant de leur gueule, ce qui n'est pas interdit de se foutre de la gueule des journalistes. Et puis, mais ça passe moyen dans une cour d'assises. Ça passe moyen. Et puis surtout, il va dire à Anne, la meilleure copine de Delphine, écoutez bien, Johanna, alors qu'elle a disparu, hein, on est dans la nuit et le lendemain, il va lui dire, mais non, on s'entend bien, on a encore couché ensemble la semaine dernière. Sa phrase, qui n'est pas jolie du tout, cacher les enfants, elle m'a astiqué le poireau. D'accord ? Et puis, quelques heures plus tard, il est en train d'aller à Castres, où il va être reçu par un médecin pour une expertise médico-légale. Et là, il va encore... il va dire à Anne, je vais me faire inspecter le trou du cul. Voilà. C'est lui, Cédric Jubilard. Si ça reste le même, s'il reste le même aux assises, ça donne quoi ? Ça fait pas un coupable. Non, ça fait pour moi, bravo. ça ne fait pas un coupable. Excellent. C'est un ensemble de personnalités. C'est et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ça. C'est vrai, on va pas se mentir, dans Cagnac-les-Mines, il y a un nombre de personnes qui ont témoigné contre Cédric Jubilard, que ce soit ses voisins, les amis de Delphine. Et il est vrai qu'il n'a pas l'air très sympathique, ce personnage, tel qu'on lit tous ses témoignages. Et il est vulgaire. Il parlait mal à ses enfants. Sa dernière, il l'appelait l'handicapé. Son fils, visiblement, était violent avec elle. Il était dégradant, humiliant avec Delphine Jubilard. C'est vrai. Mais tout ça, ça ne fait pas une preuve factuelle. Je me fais un petit peu la voix des avocats, mais ça ne fait pas une vraie preuve où on peut être certain que c'est lui et pas quelqu'un d'autre qui a fait disparaître. Il n'y a pas que les avocats, il y a aussi les jurés. Il y a 6 jurés et l'intime conviction. Oui, et il y a eu une expertise psychiatrique qui a été faite en 2021 à la maison d'arrêt de Cesse. Donc, on parle d'une personne qui a une haute estime d'elle-même, qui est peu déstabilisable, très arrogant, vulgaire. En tout cas, le psychiatre qui l'a vu à 2 reprises conclut qu'il n'y a pas d'altération du discernement parce qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique. Il a été aussi vu à 5 reprises par des psychologues qui ont aussi mené des entretiens avec 40 personnes de l'entourage de Cédric Jubilard. Et là, pareil, on parle de quelqu'un de peu déstabilisable, qui se met toujours au centre de l'attention. On parle de personnalité narcissique, égocentrique. Alors évidemment, ça ne fait pas de lui un criminel, mais on comprend un petit peu comment il fonctionne. Extrêmement impulsif et intolérant à la frustration. Ajoutez à cela qu'il était un grand consommateur de cannabis. Il fumait entre 10 et 25 joints par jour et avait ses petites habitudes, un verre d'alcool chaque soir. Alors, on va reprendre la direction d'Albi, parce que Jean-Wilfried Forquès voulait apporter une précision. On évoquait Louis, l'enfant de Cédric, de Delphine Jubilard, il y a quelques instants. Jean-Wilfried, vous pouvez nous affirmer que cet enfant ne viendra pas devant une cour d'assises. Il est trop jeune, il ne sera pas là à la barre. Oui, il le regrette d'ailleurs, parce qu'il aurait aimé venir témoigner et regarder, comme me le dit son avocat Laurent Boguet, son père les yeux dans les yeux. Mais
Son avocat, qui a beaucoup échangé avec Louis, on peut dire qu'il y a une espèce d'amitié qui s'est nouée entre cet enfant qui a aujourd'hui 11 ans, il avait 6 ans au moment des faits, et avec sa sœur Elia qui a 6 ans, mais qui ne comprenait pas à l'époque, puisque d'abord elle dormait, et ensuite elle n'avait que 18 mois. Et cet enfant, donc Louis, ne viendra pas témoigner. Et longtemps, durant l'instruction, je me suis dit, si un jour il y a un procès, et que face à face, puisque Jubilard ne veut pas dire que c'est lui, comme le prétendent certains, et notamment le parquet et les 2 juges d'instruction qui l'ont montré du doigt, je me disais, si jamais son enfant vient témoigner à la barre, lui peut le faire craquer les yeux dans les yeux. Mais donc, il ne viendra pas témoigner. 2 petites informations supplémentaires concernant Louis. Louis, c'est ce que m'ont dit les 2 avocats de Jubilard, il a écrit à 4 reprises durant sa longue détention, puisqu'il est toujours incarcéré, on le rappelle, quasiment depuis le début de l'affaire. Il a écrit à 4 reprises à son père, et son père n'a daigné lui répondre qu'à 2 reprises. Et c'est l'avocat de Laurent Boguet, en l'occurrence, me dit c'était des lettres d'une platitude, vous pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, ce père, me dit-il, n'a jamais aimé son fils. Et d'ailleurs, c'est la dernière anecdote, Laurent Boguet m'a expliqué que avant qu'il y ait ce drame, eh bien, pour le punir, pour le châtier entre guillemets, d'une certaine façon, eh bien, pour le punir, Cédric Jubilard demandait à son fils de s'asseoir les fesses sur des Legos pour que ça pique et pour que ça fasse mal. Écoute justement Laurent Boguet, vous qui avez recueilli sa parole cette semaine. Ils veulent que papa dise la vérité. Ils ne comprennent pas très bien qu'il ait pu effectivement se confier à d'autres personnes qu'eux, quelqu'un qui était en prison avec lui et 2 femmes qui ont remplacé maman. Je porte leur espérance. Je ne désespère pas que Cédric Jubilard puisse, dans le cadre d'une pression subie au détour de 4 semaines de procès, puisse nous livrer une autre vérité que celle qui consiste à dire de 22h30 à 4h, je dormais et je n'ai rien à vous raconter de cette tragique soirée. Bon, le problème dans ce procès, c'est qu'il manque quand même pas mal de pièces du puzzle, Maxime. Oui, c'est ce que je disais, il manque une preuve déjà, il manque le corps. Le corps de Delphine Jubilard, parce qu'il y a toujours un doute, mais bon, je pense qu'on peut partir du principe qu'elle est malheureusement décédée, elle n'aurait pas laissé ses enfants aussi longtemps. Il manque le corps, et surtout, il manque la scène de crime. Si c'est Cédric Jubilard qui l'a tué, où est-ce que ça se passe? Il manque comment ça se passe. Alors, il a fait des aveux quand c'était au détenu, visiblement, il aurait dit qu'il l'aurait poignardé. Quand c'est à son ex-compagne, il l'aurait étranglé. Et il manque le déroulé, où est-ce qu'il va, comment fait-il disparaître le corps, où le fait-il disparaître. Il manque beaucoup de choses, et ça va être toutes les questions de la cour d'assises. Alors, est-ce que Cédric Jubilard, si c'est lui, va craquer, va donner des nouveaux éléments? Je sais qu'il y a des avocats de partie civile qui l'espèrent. Je sais qu'il y a des avocats de partie civile qui, au nom de leurs clients, ont l'obligation morale de tout faire pour aussi retrouver le corps de Delphine, parce qu'il y a condamné Cédric Jubilard, mais il y a aussi retrouvé Delphine Jubilard et faire le deuil, et ça va être un procès extrêmement important. Laurent, pour tout ça. Laurent, on a entendu là tout. Bon, les avocats de Jubilard sont ses avocats, les avocats des nièces, des frères, des sœurs, ce sont les avocats des parties civiles. Puis il y a Laurent Boguet au milieu, l'avocat des enfants. On l'a entendu, c'est compliqué pour lui, parce qu'il est avocat des enfants. Exactement. Est-ce qu'il va être à charge contre le père? Vous dites pas la vérité, vous avez tué leur mère? Ou est-ce qu'il est aussi l'avocat des enfants qui dit pourquoi vous allez condamner cet homme? C'est peut-être pas lui. Oui. Il joue quel jeu? Il fait quoi? Alors, il joue Quand on entend son ton, oui, là. C'est vrai qu'il est assez offensif. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'un procès d'assises, ça va se régler en 5 minutes. Jubilard va arriver, ou Pierre-Paul ou Jacques, un accusé, qu'il avoue la scène de crime, le corps et tout ça. En réalité, c'est pas du tout ça un procès d'assises. Il va y avoir quelque chose d'extrêmement important. Un tournant sûrement, en tout cas à mes yeux, c'est ce que j'attends, on ne l'a jamais entendu, on ne les a jamais vus. C'est l'autre couple de l'affaire Jubilard. Il y a un autre couple, parce que c'est une histoire d'amour. Delphine Jubilard, tout se passe le 15 décembre. Le 15 décembre 2020, à la fois elle disparaît dans la nuit, et à la fois ce matin-là, son amant, qu'on n'a jamais vu, Jean, qui va venir à la barre, qui sait tout d'elle, qui sait tout de ces 6 derniers mois, qui sait tout de son état d'esprit, qui avait prévu de refaire sa vie avec elle, peut-être d'avoir un enfant, même de se marier. Elle signait de son nom dans les dernières semaines. Ce 15 décembre, Jean annonce à sa femme Cathy, qui elle aussi sera à la barre, qu'il va la quitter pour Delphine. Avant la disparition. Le jour même. On est le jour de la disparition. Elle va disparaître la nuit suivante. Elle dit...
moi aussi, je vais dire la vérité à Cédric. Ça peut le faire vaciller. Rendez-vous compte, Pauline, le concentré d'émotions que ça va être ce jour-là dans cette petite salle d'assises d'Albi. Ça peut Ces faire gens ne se vaciller sont un jamais accusé. vus. Cédric Jubilard ne les a jamais vus. Il n'a jamais vu Cathy. Il va n'a découvrir jamais l'amant de sa vu femme. Jean, l'amant de sa Et femme. il a sans doute des questions à lui Il n'a poser. jamais vu. Et au fond, il ne peut que soupçonner dans l'austérité de ce que sont les PV d'instruction. Là, il va la voir face à lui. Et face à lui, dans cette salle d'assises, ils vont revivre ce 15 décembre. Ce 15 décembre où Cathy, rendez-vous compte, Cathy, elle écrit à Delphine le 15 décembre La à femme midi, de Jean, la femme de Jean, pour lui dire « J'ai tout appris, laisse-moi un peu de temps ». Le temps de m'organiser, le temps de me retourner. Delphine Jubilard, elle lui fait un message, mais qui est déchirant. Jamais Delphine Jubilard pourrait imaginer que ce message va être lu à la France entière. Délicat. Un message déchirant, plein de tact. Délicat. Qui a l'image de Delphine Jubilard, parce que Delphine Jubilard, c'est une infirmière de nuit extrêmement dévouée pour ses patients, qui adore son métier, qui, à l'inverse de son mari, adore ses 2 enfants, s'en occupe. Il n'y a aucune raison qu'elle ait quitté tout ça sans laisser d'adresse. Aucune. Et c'est vrai que quand l'instruction dit on exclut le suicide et on exclut la disparition volontaire, c'est une évidence. Donc c'est vrai que tout ça, ça va faire un concentré. Que ce couple-là, cet autre couple de Montauban, qui je crois en plus s'est déchiré depuis, n'a pas survécu à tout ça, ce couple-là, ils vont venir à la barre. Et ça va donner du neuf. Et peut-être ça fera bouger Cédric Jubilard. Quand on vous entend plaider comme ça, parler comme ça, il est condamné. Quand on vous entend plaider comme ça, il est condamné. Alors non, parce que je trouve, pour avoir relu l'ordonnance de mise en accusation, la mise à plat, je trouve que dans le passé de Cédric Jubilard, et puis dans son histoire d'amour avec Delphine, parce qu'ils se sont reconnus, elle avait 17 ans, il avait 18 ans, ils ne se sont jamais quittés. Il y a des choses, on sent qu'il y a des atouts. Il a été abandonné par sa mère, sa mère qui aujourd'hui le charge. Elle aussi, elle sera à l'audience. Sa mère dit oui, il m'a dit qu'elle elle aussi, elle va peut-être le faire vaciller. Il a eu des relations extrêmement compliquées avec son beau-père. Au fond, Cédric Jubilard, il avait une stabilité. Avec Delphine. Grâce à Delphine. Grâce à Delphine. Et on sent bien que tout ça s'effondre. C'est vrai, c'est un enfant qui a été carencé affectivement par sa mère, qui a été en famille d'accueil, qui a eu une adolescence délinquante, qui a un lien donc très insécure, qui doit être extrêmement dépendant affectif et qui confond l'amour avec la possession. En étant avec Delphine, il possédait quelqu'un qui lui permettait de progresser socialement, de lui offrir un statut, de lui offrir une famille, des enfants. Il était enfin quelqu'un. Progressivement, il a été confronté à tous ces échecs, tout ce qu'il ne parvenait pas ni dans son couple, ni dans l'éducation de ses enfants, ni même dans la construction d'un foyer sécure, parce qu'il vivait vraiment au milieu de débris, une maison à moitié débraillée. Et on sait que dans les cas de féminicide, s'il s'agit d'un féminicide, dans 90% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui passe à l'acte au moment de l'annonce d'une séparation. Donc on voit bien que cet homme, cet amoureux, cet amant de Delphine, on l'appelle comme vous voulez, finalement, il est la pierre de touche il peut être la pierre de touche du passage à l'acte et de la vrille de Cédric Jubilard. Il peut être la bascule. Et donc face à lui, la bascule, parce que dans l'esprit de Cédric, qui n'est pas capable de se remettre en question, notamment dans son rôle de père, d'époux, d'homme, le responsable, c'est l'amant, jamais lui. Et tout pourrait s'aligner ce soir-là entre Delphine qui rentre en contact avec la femme de l'amant, Delphine qui dit « moi aussi je vais en parler à son amant puisque tu lui en as parlé ». On sait que finalement, à part Cédric Jubilard, l'amant c'est la dernière personne qui a des nouvelles de Delphine. Puisqu'il s'échange un message à 22h30 avant qu'elle disparaisse à tout jamais. Donc c'est vrai que cette version-là, elle pourra tenir, mais c'est ce que va dire les avocats de la défense, c'est oui, mais où sont les preuves? Maxime, donc lui, il est tout seul. Il ne parle plus à sa mère Nadine, il ne parle plus à son fils Louis, sa fille est trop petite, Elia, il n'a plus de femme, il n'a personne. Jennifer, son ex-copine, Jennifer, elle est partie de prison le 18 juin, elle ne reviendra jamais. Il est tout seul avec ses 2 avocats. Il est tout seul. On a quand même trouvé des personnes, notamment, je pense à Monsieur Aymar Dunker, qui était un ami de jeux vidéo. Mais un ami virtuel, un ami virtuel, mais qui est quand même fréquenté pendant 6 ans. Alors certes, c'est à travers des écrans, mais quand même, ils se sont fréquentés pendant 6 ans. Et qui, lui, par exemple, le soutient encore. Alors après, il n'ira pas jusqu'à lui écrire en prison. De toute façon, en prison, Cédric Jubilard doit être donc bien seul. Donc il est seul. Il lui reste ses avocats. Après... il faut attendre de voir la position de sa mère, parce que je pense que là aussi ça va être un peu compliqué. Vous remarquerez que ni sa mère ni son avocate ne se sont prononcés dans les médias, alors qu'évidemment on leur a lancé des invitations. Et
on se demande un peu quelle position elle va avoir. Parce que sa mère, quand on relit les auditions, elle dit oui, si c'est lui, j'espère qu'il va le dire, mais oui, si c'est lui. Oui, oui. Elle n'est pas convaincue de sa culpabilité. Pourtant, elle est partie civile. C'est vrai. Elle va avoir un rôle Alors, un petit peu compliqué, c'est ça va tout être l'enjeu. intéressant de voir. Le doute doit profiter à l'accusé, c'est ce qu'on dit dans le droit français. Donc ça reste relativement ouvert, mais il y a quand même cette salle historique. Laurent, il va falloir nous en parler. Le procès Viguier, c'était là. Et qu'est-ce qui s'est passé au procès Ah Viguier? oui, c'est vrai. Alors le procès Viguier, ça se passe à Toulouse aussi. C'est Jacques Viguier. La même On est salle, en hein. 2000, on est en février 2000. Et sa femme Suzy disparaît. Et sa femme Suzy, à 4h30 du matin, elle a été raccompagnée devant le domicile conjugal par son amant, Olivier Durandé. Il y a 2 procès. Là aussi, alors il y a plein de choses différentes dans l'enquête. D'abord, la police ne se met en route parce que Viguier les appelle une semaine après, alors que là, tout est tout de suite. Il y a plein de choses différentes. Mais alors, c'est vrai que là... Dans cette salle, en appel. Dans cette même salle en appel, défendu par Éric Dupond-Moretti, Jacques Viguier, qui est soupçonné d'avoir fait disparaître sa femme, de l'avoir tuée, mais là aussi, sans preuve, sans aveu, sans éléments matériels, Jacques Viguier ressort libre, acquitté. Alors c'est vrai que la défense, en plus c'est un procès qui a été extrêmement couvert à Toulouse, tous les avocats toulousains du dossier Jubilard l'ont en tête, et tous les avocats, en tout cas de Cédric Jubilard, espèrent refaire la défense Alors Viguier. Jean-Wilfried Forquès, il y était. Et le doute. Il y était à l'acquittement de Jacques Viguier. Racontez-nous, Jean-Wilfried. J'étais en première instance, effectivement, il y avait Laurent. J'étais en deuxième instance, j'avais suivi l'affaire Viguier. Et je dirais que ces 2 affaires sont quand même assez semblables. On va mettre des guillemets et rester prudent parce que c'est difficile de comparer 2 affaires. Mais il y a l'idée de la disparition de corps qui ne sont pas réapparus, d'accusés qui ne font pas le moindre aveu sur le dossier. Et effectivement, ces 2 histoires sont semblables et l'affaire Viguier avait été jugée en appel ici. Et ce que n'a pas dit Laurent, et c'est quand même pas qu'un détail de l'histoire, c'est qu'on avait fait la rencontre à ce moment-là d'un homme qu'on avait surnommé Acquittator. C'était le spécialiste des acquittements, un certain Éric Dupond-Moretti. Et je peux vous dire que les murs de la salle d'audience ici à Albi tremblent encore des grondements, des colères d'Éric Dupond-Moretti qui s'était battu comme un lion pour sauver Jacques Viguier. Et il avait obtenu en deuxième instance son acquittement. Et je m'en souviens. Merci beaucoup, Jean-Wilfried. Est-ce qu'on peut l'arracher, là, Cédric Jubilard? C'est tout le talent aussi de la défense. C'est difficile. Un procès, on sait comment ça commence. Il y a une ligne de départ. On ne sait jamais comment ça se termine. Voilà. Parce que c'est 1001 petites impressions, petites gouttelettes d'impression, d'émotion, de mystère qui vont faire pencher. Ils sont que 6. Rendez-vous compte l'écrasante responsabilité que donne la loi à ces 6 citoyens qui demain vont être plongés là-dedans. Il y aura du poids sur les épaules. Il y aura du poids sur les épaules. Et mais tout compte. Tout compte. Laurent, Johanna, Maxime et Pauline aussi. Et si Cédric Jubilard disait c'est bon, c'est moi? Alors c'est vrai que Cédric Jubilard, il est face à un mur. C'est la perpétuité. C'est vrai qu'il risque perpétuité. Qu'est-ce qu'il risquerait si c'était lui, il faut mettre des conditionnels à tout ça. Imaginons que ça soit lui. Imaginons que l'accusation ait raison, qu'effectivement il l'ait tué. Oui, c'est moi. Imaginez que si ce procès, ils vont le sentir les avocats, un procès c'est comme une course de Formule 1, on surveille les stands, le soir ils refont l'audience du jour. Et chaque journée est neuve. Ils vont peser et sous-peser, parce qu'à un moment donné, si la culpabilité de Cédric Jubilard se cristallise, tout le monde dans la salle va le sentir. Tout le monde dans la salle va le comprendre, y compris les avocats de Cédric Jubilard, que demander la relaxe, si les chances s'amenuisent, il aura un tournant peut-être à dire, au fond, si c'est lui, si j'avoue, si j'avouais, si j'expliquais, si je donnais toutes les explications, les ressorts, là, il faudrait aller un peu plus loin. Est-ce que je pourrais me retrouver au milieu entre 0 et la perpétuité? Donc tout ça, c'est aussi l'alchimie des assises, ce qui fait que c'est un fleuve. Alors, ce qu'on a compris, c'est que vous attendiez beaucoup de l'amant de Delphine Jubilard. Dominique, Maxime, je vous pose la même question. Quel est l'expert, le témoin qui pourrait, selon vous, faire basculer l'audience? Moi, j'étais persuadé, mais on vient d'apprendre qu'il ne viendra pas, que c'était Louis. Petit Louis qui pouvait faire basculer l'audience. On lira des expertises, on lira des déclarations, mais il sera pas là.
précise, mais c'est Exactement. pas pareil déjà parce que c'est l'un des éléments les plus à charge. Le témoignage de Louis qui raconte qu'il a vu ses parents se disputer ce soir-là. Mm. C'est en même temps un élément qui peut être très contestable par la défense parce qu'il y a 3 auditions de Louis. Au début, il n'a rien vu. Après, il a entendu ses parents se disputer. Et après, il les a carrément vus s'empoigner. Mais comme c'est un témoignage qui évolue au fur et à mesure que le jeune Louis, qui a 6 ans au départ, est de plus en plus loin de son père, les avocats de la défense, ils vont dire c'est vous, les gendarmes, ça nous rappelle l'affaire Outreau. Oui, oui, oui. C'est vous qui l'avez fait parler. Et Ça finalement, doit être il très a tout inventé. culpabilisant pour ce petit garçon, Donc, par c'était- ailleurs, de dire des choses et d'avancer Ouais. sur le chemin comme ça. Exactement. Donc c'était à la fois un témoignage extrêmement important et en même temps extrêmement contestable qui allait donner lieu à débat. Mm. Après, je me demande si les avocats de la défense sont pas un petit peu soulagés du fait qu'ils viennent pas pour 2 raisons. Déjà parce que c'est un élément à charge C'est sûr. et puis parce que cuisiner un enfant de moins de simple. 10 ans Pas simple. devant une Devant cour une cour d'assises, d'assises. ça doit être extrêmement Moi, je pense que- difficile. Je Dominique, pense que le témoin le plus important, ça va être Jubilard lui-même. Je reste, moi, ancré sur le truc. bien sûr. Et j'aurais posé une question à Laurent. Alors, si c'est une course de Formule 1, c'est vrai Oui. que ça ressemble un peu à ça. Qui est-ce qui va piloter la Formule 1 ? C'est Jubilard ? C'est le président des assises ? C'est qui ? Ben, Jubilard, il a beaucoup de cartes en main, parce qu'en réalité, les jurés ne vont ne regarder que lui. Il joue le match de sa vie, hein, il joue sa vie. Jubilard, s'il veut convaincre de son innocence, il faut qu'il soit sincère, et puis il faut qu'il soit extraordinaire, parce que même si Maxime Et touchant. est touchant, même si Maxime pense que oui, il y a le doute, hein, il faut douter de tout, mais c'est vrai que le mobile est tellement fort. Le mobile, leur séparation, cette histoire d'amour qui s'est effondrée dans quelques jours, et lui qui s'accroche à elle, ça c'est tellement fort que en l'état, ça risque d'emporter toutes ses explications. Donc c'est vrai que Cédric Jubilard a intérêt à être extraordinaire s'il veut espérer Sortir de lui-même, en fait, sortir en de quelque lui-même, sorte. fendre l'armure, Ouais. Mais convaincre. on est capable. En est-il capable? Parce qu'on a quand même énormément analysé la personnalité de Jubilard et tantôt on oscille entre l'homme qui a fait le crime parfait, qui est tellement fort, qui s'est joué des gendarmes pendant 6 mois alors qu'il était en liberté puis en prison. Et de temps en temps on dit que c'est, excusez-moi, un idiot impulsif qui, dès que quelqu'un lui demande, il lui fait une nouvelle version de ses aveux, se fait appeler le magicien en prison, n'a vraiment pas le comportement qu'il faut quand on veut pas se faire accuser. Donc ça va être intéressant de voir s'il est capable de Johanna, faire pression cela. maximale sur ses épaules. Oui, on dit aussi qu'il est le pro de la réponse sibylline et du propos évitant. C'est-à-dire qu'il sait aussi très très bien maîtriser ses émotions. Hein. Donc il a de nombreuses failles, mais des failles avec lesquelles il sait œuvrer, il sait manager. Et c'est vrai que devant les psychiatres, devant les psychologues, il a quand même à plusieurs reprises réussi à complètement nonchalant et complètement désaffecté par ce qu'on pouvait lui demander. Faites-nous une dernière fois, Laurent, rentrer dans cette cour d'assises demain à 9h. Comment ça va se passer pour tous nos téléspectateurs? À 9h, les portes s'ouvrent. Cédric Jubilard va accepter les caméras. Il va y avoir un tour d'image, comme on dit, où on va voir. Oui. Évidemment, il est marqué par la détention. Nous, on ne l'a pas vu. On n'a pas d'image de Cédric Jubilard depuis 5 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Chacun va prendre ses marques. Pour un détenu qui arrive dans les assises, c'est compliqué, parce que à 9h, ça veut dire qu'il aura été extrait de sa cellule à 6. Exact. Il aura mal petit déjeuner. Il aura été mal dormi. Il aura été trimballé par des gendarmes dans un fourgon. Il connaît pas les dédales de la... Par des gens de l'administration pénitentiaire, c'est plus les gendarmes. Vous voyez, par des gens de l'administration pénitentiaire. Bien Il connaît pas les dédales. Il va rentrer dans une souricière, et puis tout d'un coup, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il va être Une nuée de démenoté. journalistes. Et puis là, il va voir comme une scène. C'est une scène de théâtre. Hein. Puis c'est fait pour que... Les lumières, les flashs, Oui, voilà. les cris, les bousculades. Et puis en face de lui, les la journalistes. famille de Delphine Jubilard, qu'il n'a pas vue Voilà. depuis un moment. Des regards sans doute qui seront compliqués. Voilà. Les moins seront là, donc la famille, des gens qu'il n'a pas vus depuis Sa mère. 5 ans, sa mère, les avocats, et puis c'est tout ce chaudron, c'est exactement ce que vous disiez. Ouais. Et puis c'est vrai qu'une cour d'assises, c'est fait pour mettre les gens à nu. Après, C'est fait pour qu'on dise la vérité. En fait, c'est fait pour concentrer à la fois de l'émotion, de la contrainte, tension. de la tension. Il y a des gendarmes dans la salle. Il y a que des gens hostiles. Il y a toutes ces robes en noir. En plus, on ne sait pas trop l'accusé, l'avocat général, les avocats de la défense, la partie civile. Au début, tout se met en place. Après, on comprend dans une salle d'audience qui fait quoi. Mais au début, on sait pas Il y a une mise en vraiment. place. Il a un casier judiciaire vierge. Hein, c'est Jubilard, attention. Hein. C'est son premier procès. C'est pas un petit délinquant. Non. Il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais mis les Et pieds c'est dans un très box. impressionnant, une cour d'assises. C'est très oui, mais impressionnant. est-ce C'est que fait
pour s'établir ou va au contraire le Oui, galvaniser? exactement, Parce qu'on a aussi décrit un Cédric Jubilard qui adore avoir l'attention sur lui, se vante d'être la personne la plus connue du Tarn. Peut-être qu'à l'inverse, il va rentrer, alors ça doit être forcément impressionnant, mais de voir tous ces gens qui sont là pour lui, tous ces journalistes, ces partis civils, ces avocats, ça peut peut-être aussi Enfin, de nouveau dans la lumière. C'est l'engorgueillir fait un pour peu. ça, Maxime. C'est fait pour qu'on voit à travers lui, en tout cas les jurés, la vérité. Est-ce que tu as déjà ressenti ça aux assises? Max, Pauline, on a fait des procès d'assises. Je me souviens de celui de Lelandais, de Francis Holm, de Christian Van Geloven, auquel j'avais assisté. On a tous assisté à un moment, même si c'est le plus horrible des personnages, c'est pas le cas pour l'instant de Cédric Jubilard, et on n'est pas dans une histoire comme ça. On a un peu d'empathie, un petit moment de compassion. On se dit, mais est-ce que vit cette personne? Encore une fois, hein, même si c'est le lendemain, puis on revient vite à la réalité. Mais quand la personne est dans le box comme ça, qui baisse la tête avec cette pression, non? Vous avez déjà ressenti ça? Mon petit Ou alors je suis pas normal. C'est que Je peux ne pas être normal. C'est un peu comme dans la vie. Il faut toujours se méfier de la première impression. Elle est tenace. Et c'est vrai que la première Elle est impression, tenace. si elle est mauvaise, on a du mal à s'en défaire. Le Landais, depuis mon petit banc de la presse, y compris quand il pleurnichait, sanglotait, tout ça, j'avais l'impression qu'il mentait. Pourtant, il faisait tout bien, il pleurait, il alternait. On n'y croyait pas. Paradoxalement, Monique Olivier, la femme de l'ogre, Monique Olivier, par moment, face à son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Moi, je l'ai ressenti. Moi, je l'ai ressenti. Pauline, elle était... Il y avait quelque chose de touchant. Donc, c'est vrai que... on ne peut pas savoir avant, puisque les personnages, l'idée qu'on se fait du personnage à la lecture des procès-verbaux, tout ça, ça va se fracasser à la découverte de quelqu'un dans le box, d'un individu. Rendez-vous demain, 9h, pour l'ouverture de ce procès avec Jean-Wilfried Forquès. Merci d'avoir été avec nous depuis Albi. Et j'accueille à présent Patricia Tourangeau, rubrique Fait divers, Passion Fait divers. On va l'interroger aussi sur l'affaire Jubilard. C'est un peu le CV de Patricia Tourangeau, rubricarde police pour le journal Libération à partir de 1990 pendant 25 ans. Vous êtes venue avec du matériel, Patricia. Merci. Merci des post-it beaucoup. dans le livre. Vous avez signé de très belles enquêtes dans ce journal Libération. Guy Georges, le petit Grégory, le grêlé. Mais là, comme on y est encore dans Jubilard, je sais que ce n'est pas forcément une affaire que vous avez traitée, mais votre regard de rubricarde sur l'affaire. Moi, j'aimerais beaucoup assister à ce procès, franchement. Et mais vous avez tout dit. Il n'y a pas de corps, il y a plein d'indices. Moi, j'attends de voir, quoi. Mais je ne crois pas forcément en l'innocence de Cédric Jubilard. Donc, c'est la cour d'assises qui tranchera demain. Dans un mois. Ils ont 4 semaines pour